Les Européens parlent aux Européens. Bonjour chers amis, nous allons parler aujourd'hui de la question de l'écologie. C'est un vieux thème que j'avais évoqué déjà dans une émission précédente, mais on va être dans le détail. Alors, l'écologie, la transition écologique, tous ces termes-là nous sont rabattus et rabâchés à longueur de journée, y compris par des petites Suédoises bizarres, qui nous expliquent effectivement qu'il y a un enjeu écologique essentiel, que la planète va être détruite par notre génération, et que l'Europe, d'ailleurs, les Européens, les Américains, sont les principaux responsables, si ce n'est unique, de la pollution planétaire. Alors évidemment, on pourrait se dire, tout cela n'est pas très intéressant, mais qu'est-ce que ça cache derrière? Parce qu'on aurait des gens qui encore auraient des convictions, on aurait des gens qui croiraient vraiment à ce qu'ils disent, on pourrait se dire, bon, après tout, ils ont peut-être raison. Mais est-ce qu'ils font des choses qui vont dans le sens de ce qu'ils prônent? Est-ce qu'ils sont cohérents? D'abord, une première chose, beaucoup de gens qui se revendiquent de l'écologie militante sont des gens de gauche, qui sont mondialistes, des bobos bien gentils, qui vont donc faire du tourisme international, ils vont partout dans la planète. Donc ils utilisent des avions transcontinentaux qui polluent énormément. Apparemment, visiblement, ils se font pardonner la pollution planétaire qu'ils créent en faisant du vélo dans les rues de Paris. Donc on pourrait se dire d'une certaine manière que déjà, ils ne sont pas très cohérents. Alors effectivement, même Marine Le Pen a été obligée de reconnaître que la vraie écologie implique l'enracinement. Qu'effectivement, quelqu'un a un sentiment identitaire fort, et bien évidemment va être soucieux de pérenniser, de préserver, de protéger l'environnement de la France ou de l'Europe. Effectivement, quelqu'un de déraciné qui quitte son pays ne va pas avoir le même sentiment dans une terre qui n'est pas la sienne. On sait très bien que les touristes allemands dans les années 70, alors qu'ils évidemment ils protégeaient leur pays de toute pollution, n'avaient aucun état d'âme en France à être beaucoup plus dégueulasse. Et en conséquence de quoi, évidemment, on se rendait bien compte qu'ils n'étaient pas toujours très populaires. C'est toujours facile de polluer chez le voisin, c'est beaucoup plus difficile moralement d'aller polluer chez soi. En conséquence de quoi, on pourrait se dire qu'ils sont très mal placés pour nous parler de tout cela. Mais je dirais que c'est plus grave que ça, puisque nos dirigeants, même Macron en tête, expliquent que l'écologie est essentielle. Et qu'il va falloir un impôt écologique, des restrictions par exemple sur les sacs plastiques, et tant d'autres choses, qui parfois cassent les pieds des gens. Mais des exemples de pollution planétaire, il y en a légion. Un exemple particulièrement sensible. Quel est l'impact écologique du fait que les Jeux Olympiques se réunissent tous les 4 ans dans une ville différente? Qu'est-ce que ça a comme conséquence écologique? D'abord, on va construire plein de structures pour 3 semaines de Jeux Olympiques. Pour 3 semaines de Jeux Olympiques, on crée des stades, on va créer donc différentes infrastructures destinées à tous les sports, de plus en plus nombreux d'ailleurs, qui sont représentés aux Jeux Olympiques. Ça veut dire que, en fait, on démolit des bâtiments, on construit des structures avec du béton et tant d'autres choses, tous les 4 ans dans une ville différente, pour que pendant 3 semaines ça soit utilisé, et puis après ça ne soit plus du tout utilisé. Alors non seulement les villes qui reçoivent les Jeux Olympiques sont en déficit financier à l'arrivée, on peut se demander pourquoi Paris, qui est en grand déficit financier déjà, trouve intelligent de faire les Jeux Olympiques en 2024, mais il doit y avoir des logiques électoralistes derrière tout cela, et donc c'est complètement absurde. Autre absurdité du même cabis, quel est l'intérêt d'aller faire la Coupe du Monde tous les 4 ans partout sur la planète? Un exemple, le Qatar. On fait construire des structures sportives, des stades au Qatar, où le nombre de membres d'une équipe de football, proportionnellement à la population, est extrêmement faible, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout une tradition footballistique du peuple qatari. En plus, c'est un peuple qui il doit peut-être y avoir 500 000 ou 1 million de personnes. Donc, on va leur construire des stades dans un climat semi-désertique. Ça veut dire que pour que les pelouses restent bien vertes, parce qu'à la rigueur, ce serait du football sur plage, du beach soccer, on pourrait se dire, bon, pourquoi pas sur le sable du Qatar. Mais non, donc on va avoir des pelouses bien vertes, arrosées en permanence, pour une Coupe du Monde. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bien, une fois que la Coupe du Monde aura eu lieu pendant 1 mois, on va se retrouver avec des stades inutiles, du terrain pourri, et pourquoi faire? Alors évidemment, maintenant c'est trop tard pour le cas du Qatar, les travaux ont tellement avancé qu'aujourd'hui arrêter tout ça, à supposer qu'une volonté politique ce signal, ça serait un petit peu du gâchis à un certain niveau, mais enfin on aurait pu y penser avant. Donc on vous parle de Jeux Olympiques, on vous parle de Coupe du Monde, et là, l'écologie elle est où? L'impact écologique il est où? Donc c'est bien qu'on se fout de notre gueule. Parce que concrètement, on nous parle d'écologie, c'est de l'écologie punitive, c'est toujours les Européens, les Américains et pas les Chinois et les Indiens qui doivent faire des efforts. On passe complètement sous silence la question démographique, parce qu'on sait très bien que s'il y a 4 milliards d'Africains en 2100, parler d'écologie aujourd'hui c'est une escroquerie, parce que la Terre ne sera pas capable de gérer tout ça. Imaginons les impacts, parce que l'impact pas seulement migratoire,
une situation où l'Afrique aurait 4 milliards d'habitants. Déjà, l'autosuffisance alimentaire n'est pas assurée dans un certain nombre de pays d'Afrique. Loin de là. Donc vous augmentez la population par 4. Vous allez avoir une désertification totale, destruction des forêts, destruction des rivières, les espèces sauvages, animales, les lions, les éléphants, tout ça vont disparaître, ils ne seront plus sauvés par les Européens dans leurs eaux, mais dans l'environnement africain, ils n'existeront plus. Et évidemment, la question migratoire, bien entendu, derrière. Vous vous rendez bien compte que c'est absolument impossible de faire de l'écologie à ce niveau-là. Pourquoi ne dénonce-t-on pas? Pourquoi ne dit-on pas qu'il faut réguler la population dans les pays comme l'Inde, la Chine ou l'Afrique, parce que c'est un enjeu planétaire? Eh bien non, on ne le dit pas. Alors Renaud Camus le dit, il y a un certain nombre d'écologistes sincères en France et en Europe qui le disent, mais ils sont peu nombreux. De la même façon, il y a ce lobbying anti-nucléaire. Le nucléaire, aujourd'hui, ça permet d'avoir l'énergie la plus puissante et la moins chère. Alors pourquoi sont-ils contre? Bien sûr, il y a des déchets, mais rien ne dit que les déchets dans 50 ou 100 ans ne seront pas retraitables. Par contre, les dégâts sur l'atmosphère dus à l'utilisation du charbon, comme en Allemagne, où ils ont réutilisé du charbon de manière catastrophique en matière environnementale à cause du lobby antinucléaire vert, ou par exemple le pétrole ou le gaz naturel, le gaz naturel est assez propre s'il n'y a pas d'échappée, mais la moindre échappée de méthane ou de gaz dans l'atmosphère est catastrophique en matière d'effet de serre. Donc, on voit bien les choses, c'est que le nucléaire, c'est aujourd'hui la solution la moins anti-écologique. Et d'ailleurs, l'écologiste écossais James Lovelock prône justement l'utilisation du nucléaire. Mais nos amis verts de gauche, eh bien, ils préfèrent faire du vélo dans Paris, en parlant d'écologie, tout en polluant la planète avec les lobbies pétroliers qui les financent. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est perdant. Alors l'écologie et les Jeux Olympiques, comme j'ai évoqué, pour prendre ce simple exemple, il y a des solutions de bon sens qui sont à la fois des solutions identitaires et des solutions écologiques. Pour les Jeux Olympiques, d'abord, est-ce que les Jeux Olympiques doivent bouger en permanence tous les 4 ans? Moi je pense qu'il ne faut pas qu'ils bougent. Donc je pense qu'il faut que les Jeux Olympiques aient lieu systématiquement tous les 4 ans en Grèce. Que ça reste systématiquement en Grèce. Deuxième chose, les Jeux Olympiques n'ont pas vocation à être mondiaux. Après tout, il y a des championnats du monde qui existent. Pourquoi est-ce qu'on ne restreindrait pas les Jeux Olympiques aux Européens? Et éventuellement aux Américains et Australiens qui sont d'origine européenne. Pourquoi tout simplement? Parce que l'Olympisme, ça vient de quoi? Les premiers Jeux Olympiques ont été créés sur la tradition aux alentours du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est Héraclès, le héros bien connu, qui aurait bâti donc la structure d'Olympie en faveur de Zeus, son père, et les premières joutes auraient eu lieu à cette époque, les dieux eux-mêmes participant. Hermès aurait battu par exemple Arès à la boxe et aurait vaincu à la course Apollon. Ensuite, les siècles obscurs ont fait disparaître les Jeux Olympiques, qui sont revenus officiellement en 776 avant Jésus-Christ, qui réunissaient que des Grecs. Il fallait être un grec pour participer aux Jeux Olympiques. L'Empire romain évidemment élargira la notion de grec au latin. Néron pourra ainsi se retrouver avec de nombreuses palmes bidons, mais c'est d'abord une période de paix entre les cités. Les cités grecques arrêtent de se faire la guerre pendant la trêve olympique et envoient leurs meilleurs athlètes. Donc il y a un côté, complètement national et identitaire aux Jeux Olympiques. Les équivalents des cités grecques aujourd'hui, ce sont les États européens. Donc d'une manière ou d'une autre, ces Jeux Olympiques modernes pourraient permettre de réconcilier les Européens entre eux. Voilà, donc des Jeux Olympiques réservés aux Européens et les Jeux Olympiques en Grèce tous les 4 ans. Impact écologique maximal, impact identitaire maximal. Pour les Jeux Olympiques d'hiver, je propose qu'on les débaptise, parce que l'olympisme et le froid dans beaucoup de sens. Donc là aussi, il faudrait qu'ils aient lieu au même endroit tous les 4 ans, par exemple en Norvège ou en Suède, et je propose qu'on les renomme les Jeux asgardiens, puisqu'après tout, les Jeux olympiens, les Jeux olympiques pour la Grèce, les Jeux asgardiens pour la Scandinavie. Je rappelle que, par exemple, l'invention du ski dans la mythologie scandinave est due à la déesse Skadi, qui est l'équivalent un peu d'Artémis, et qui a donné son nom d'ailleurs à la Scandinavie. Voilà, donc on a le moyen de concilier écologie et identité. L'idée générale, c'est qu'effectivement, les flux migratoires, la démographie et toutes les constructions mondialistes sont anti-écologiques par nature. Il faut donc rééquilibrer les choses.